Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Astronome. Il y a à peu près un an, j'ai acheté ça, la fameuse boîte de Lego Saturn V. J'étais super content quand je me suis procuré parce que je l'attendais depuis un bon bout de temps. Et pourtant, quand je commençais à la construire, le truc en Lego, l'un de mes proches s'approcha de moi et me dit que bon, la Saturn V, ça sert pas à grand chose. Pourquoi t'as dépensé 140 balles là-dedans? Ça pollue, ça coûte cher, et puis franchement la NASA aurait pu investir pour aider les pauvres ou réduire la faim dans le monde plutôt qu'envoyer des machins en orbite autour de la Terre. J'ai essayé en vain de lui expliquer en quoi est-ce que la Saturn V servait, rien n'y faisait. Il était impossible de discuter avec lui. Il partait du principe qu'il avait raison et rejetait tous les arguments qui n'allaient pas dans son sens. La plupart des vulgarisateurs scientifiques, des astronomes amateurs ou simplement des passionnés connaissent ce genre d'arguments. Et ils savent qu'ils sont très problématiques lors d'un débat, précisément parce qu'ils n'amènent pas au débat. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer en quoi certains arguments contre la conquête spatiale sont source de manipulation, jouant sur l'ignorance des gens et parfois même biaisés et fallacieux. Et malgré tous les défauts que l'on peut accorder à la conquête spatiale, vous allez voir que cette dernière peut vous surprendre. Avant de commencer, je tiens à préciser quelques trucs. Vous avez parfaitement le droit de ne pas aimer ou de ne pas vous intéresser au domaine du spatial, comme la conquête spatiale, l'astronomie, etc. C'est votre droit le plus strict. Deuxièmement, je ne vais pas m'efforcer à vous dire que le spatial c'est trop cool, non seulement parce que bon, toutes les vidéos de ma chaîne font un peu ça, et puis c'est pas le sujet de la vidéo. Et troisièmement, je ne vais pas attaquer les personnes qui proposent des arguments contre la conquête spatiale, mais je vais attaquer certains arguments qui ont un raisonnement fallacieux, biaisé ou manipulateur. Attention, je parle ici des arguments les plus utilisés, ça n'est évidemment pas représentatif de tout le débat pour ou contre le spatial. Et je vais parler surtout des arguments exposés lors des débats entre amis, c'est-à-dire des débats pas forcément scientifiquement poussés. Mais il s'agit là des arguments que j'ai le plus entendus et qui donc sont les plus populaires, et je vais y répondre. Alors accrochez-vous bien parce que la vidéo risque d'être assez longue. Numéro 1, la conquête spatiale pollue l'orbite terrestre. Cet argument est de loin le plus intéressant sur le sujet parce qu'il est le plus pertinent. En effet, au fur et à mesure que la conquête spatiale évolue dans le temps, le nombre de lanceurs, de modules et de débris spatiaux augmente considérablement dans l'orbite terrestre, principalement en orbite basse et en orbite géostationnaire. C'est un très bon argument contre car effectivement c'est l'un des plus sérieux problèmes que pose l'exploration de l'espace. Quand un lanceur spatial décolle depuis le plancher des vaches, il dérive ensuite dans l'orbite terrestre pendant un très long moment. Et ça, c'est un gros problème. On estime le nombre de débris spatiaux de plus de 1 cm à plusieurs centaines de milliers autour de la Terre. Et un débris spatial, ça peut être un boulon comme un étage entier d'un lanceur. Les diverses agences spatiales prennent ce problème très au sérieux et espèrent à l'avenir réduire ce nombre très imposant de débris spatiaux. Il y a un truc qui aide, c'est la gravité et l'atmosphère terrestre. Enfin, du coup, ça fait deux trucs qui aident. En effet, ces deux facteurs freinent la plupart des débris spatiaux qui vont ensuite se disloquer dans l'atmosphère, ce qui fait des débris spatiaux en orbite en moins. En orbite géostationnaire, c'est-à-dire à plus de 36 000 km d'altitude, les débris spatiaux mettent très longtemps, des milliers d'années à revenir sur Terre, à cause de la gravité de l'atmosphère qui est quasiment inexistante à cette altitude-là. Pourtant, en orbite basse terrestre, les objets ne mettent que quelques dizaines d'années. Et donc c'est beaucoup plus rapide, et on espère inverser la tendance d'ici quelques dizaines d'années. Il existe plusieurs alternatives à cela. La première, c'est un lanceur réutilisable, c'est-à-dire un lanceur qui va dans l'espace et qui revient sur Terre ensuite pour être réutilisé pour un prochain lancement. Non seulement c'est écologique, mais en plus ça réduirait les coûts des lancements spatiaux. Et ça existe déjà. C'est ce que fait l'agence privée SpaceX avec ses premiers étages et ses boosters. Ils reviennent automatiquement sur le pas de tir pour être réutilisés. Et ça, c'est pas mal. Il y a une autre solution, qu'on appelle le SSTO, Single Stage to Orbit, ou lanceur spatial monoétage en français. En gros, il s'agit d'une espèce d'avion qui prend suffisamment d'énergie et de vitesse pour aller dans l'espace et de revenir en atterrissant comme la navette spatiale américaine afin d'être réutilisé à nouveau à l'avenir.
Mais contrairement à la navette spatiale qui décolle verticalement, le SSTO décolle horizontalement, comme un avion classique. Donc ça, ce sont les différentes alternatives pour limiter ces débris. Cependant, on nous montre constamment à la télévision et sur internet ce même genre d'images qui font peur et qui montrent le nombre conséquent de débris spatiaux. Le problème avec ces images, c'est que les débris montrés sur ce genre d'animation ne sont pas à l'échelle. Il faut évidemment les grossir pour qu'on puisse les représenter. Non, parce que je vois difficilement comment un satellite pourrait faire la taille d'un pays entier, mais... peut-être nous aurait-on caché la vérité. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, on a le droit à la même phrase. Les débris spatiaux vont former un anneau autour de la Terre, visible depuis le sol, comme la planète Saturne. Alors, qu'on se le dise franchement, cet argument, c'est de la merde. Et je vais vous expliquer pourquoi. Calmement. En fait, ce n'est pas l'argument lui-même qui est mauvais, mais plutôt le cheminement qui amène à cette réflexion. On a le droit ici à une déformation de propos. On a un énoncé exposé qui est celui-ci. Il existe un nombre conséquent de débris spatiaux en orbite autour de la Terre. Et voici une animation pour représenter ces débris. Et je dis bien représenter, car on ne peut pas montrer la totalité des débris spatiaux comme ça. Et on précise bien que cette représentation des débris spatiaux n'est pas à l'échelle. Les détracteurs du spatial ne prennent pas en compte ce détail et viennent ensuite dire que les débris spatiaux vont former un anneau visible autour de la Terre et que donc il s'agit là d'un argument suffisant pour justifier que la conquête spatiale pollue et qu'il faut l'arrêter. On a déformé le propos d'origine, on l'a accentué et ensuite on a contre-attaqué sur cette déformation que l'on a soi-même créée. Et le coup des anneaux autour de la Terre, je l'ai entendu absolument partout. Et ça continue de sévir. Alors que c'est complètement faux. Il faudra attendre des milliers d'années pour que ce soit possible. Et encore d'ici quelques dizaines d'années, on espère déjà inverser la courbe des débris spatiaux. Pour vous donner un exemple, on compte environ 21 000 débris de plus d'1 centimètre dans l'orbite basse terrestre. 21 000, c'est beaucoup, mais l'orbite basse, c'est très grand. Et statistiquement, ça fait un débris pour plusieurs kilomètres à la ronde. Bon courage pour tomber dessus. La conquête spatiale a progressivement pollué l'orbite de la Terre. Mais les agences spatiales sont conscientes du problème et assument l'erreur qu'ils ont commis. Ça, c'est déjà quelque chose qui mérite d'être souligné. Le spatial n'est pas l'industrie la plus malhonnête, et il n'y aura pas d'anneaux de débris autour de la Terre visibles depuis le sol. Ça, c'est une déformation de propos, donc une fake news. Et ça n'arrivera pas. En tout cas, pas avant des milliers d'années si jamais on ne fait aucun effort entre-temps. Et cet argument revient très souvent dans ce genre de discussion. Et les gens qui émettent ces propos ne cherchent même pas à se renseigner ou à savoir si c'est vrai ou faux. Numéro 2, les lanceurs spatiaux sont des monstres qui polluent énormément. Alors oui, dans l'absolu, mais non. Quand on voit à la télévision ou sur internet des reportages montrant des lancements de fusées, il y a toujours quelqu'un qui vient dire que c'est des gros machins qui polluent et qui contaminent l'air. Alors, oui, effectivement, un lanceur spatial, ça éjecte une masse phénoménale de carburant à la gueule. Ça coûte des millions de dollars et ça fait des gros nuages de fumée au décollage. Mais c'est tout? C'est ça l'argument exposé? Je m'attendais à plus détaillé quand même. Je vais vous montrer quelque chose. Voici une Saturn V. C'est un gigantesque pétard de 2700 tonnes qui a une poussée de 3500 tonnes au décollage, répartie sur 5 moteurs qui éjectent des centaines de kilos de carburant à la seconde, éjectés à une vitesse phénoménale. Dit comme ça, effectivement ça fait un peu peur, parce qu'on prend les caractéristiques de la Saturn V hors contexte. Mais je vais vous donner un autre exemple. Imaginez la totalité des voitures qui circulent sur une autoroute. C'est assez difficile, mais essayez de vous imaginer. Je peux vous assurer que la quantité de carburant est à terme bien supérieure à celle d'une Saturn V. Maintenant, prenez l'intégralité des voitures qui existent dans le monde. Ça se compte en centaines de millions, Bon, le gros pétard de 2700 tonnes, comparé à toutes les voitures du monde, c'est pas grand chose. Alors, cette comparaison que je viens de faire ne me permet pas de justifier la pollution causée par le domaine spatial. Je ne nie absolument pas le fait que les lanceurs spatiaux sont très polluants. Une fusée, ça pollue. Point. C'est un fait. Je dis simplement qu'il y a certaines industries bien plus polluantes que les gens gueulent un peu moins dessus. Les bagnoles, ça pollue. Mais pourtant, personne va dire « Ah, l'industrie de l'automobile, ça pollue, il faut donc complètement cesser cette activité ».
Et pourtant, à la NASA, on leur dit ça, hein. Une fusée, ça pollue, ça contamine l'air, et en plus ça coûte très cher. Oui, dit comme ça, on pourrait très bien dire que la conquête spatiale ne sert à rien et qu'il faut l'arrêter. J'ai littéralement entendu des arguments comme ça. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez besoin de faire 40 bornes chaque matin et soir pour aller au boulot, et que le seul moyen d'y accéder c'est votre voiture parce que vous habitez au fin fond de la Cambrousse, vous n'allez pas vous dire « Tiens, il y a ma voiture, mais je vais pas la prendre parce qu'elle pollue. Et d'ailleurs, il faudrait arrêter de prendre la voiture. » Vous allez quand même prendre votre voiture, à moins de vous taper les 40 bornes à pied. Aller-retour. Ben, la conquête spatiale, c'est à peu près pareil. Le seul moyen de se rendre dans l'espace à l'heure actuelle, c'est un moteur à propulsion chimique. C'est comme ça. Vous vous doutez bien que si les agences spatiales pouvaient aller dans l'espace avec un système moins coûteux et moins polluant, ben ils le feraient. Et encore, ça existe déjà. C'est ce qu'on appelle des moteurs à hydrogène. C'est-à-dire des moteurs où l'hydrogène est utilisé comme carburant, et en le mélangeant avec de l'oxygène comme comburant, le résultat forme de l'eau. C'est ce qu'on appelle un moteur propre. On fait brûler de l'hydrogène avec de l'oxygène et le moteur recrache de l'eau. C'est le cas avec le second étage de la fusée Saturn V. Il ne pollue pas parce que tout ce qu'il rejette, c'est de l'eau. Et ce type de moteur a déjà été utilisé plusieurs fois dans le domaine du spatial. Si vous lâchez une caisse, vous avez plus d'impact de gaz à effet de serre dans l'atmosphère que le deuxième étage de la fusée Saturn V. Putain, elle était belle cette phrase. N'hésitez pas à reprendre cette phrase partout où vous entendez des gens dire que la conquête spatiale ça pollue trop. Ça va les étonner. Je me pose à présent cette question. Comment se fait-il que l'industrie automobile, par exemple, qui possède des ressources et des budgets bien supérieurs à celui du spatial, ne commercialise toujours pas des moteurs à hydrogène ou des moteurs propres, alors que le spatial, lui, arrive à le faire depuis un demi-siècle? Non, parce que les émissions de gaz à effet de serre dans les transports, en général, spatial y compris, est majoritairement due aux voitures et aux avions. Et aux gens qui pètent aussi. Attention, je ne dis pas que la conquête spatiale ne pollue pas. Le spatial, ça pollue, c'est un fait. Point, encore une fois. Je dis simplement que ce n'est pas l'industrie la plus polluante, et dire qu'elle pollue ne justifie pas qu'il faut arrêter les programmes spatiaux. Et n'oubliez pas non plus que les diverses agences spatiales et les gouvernements cherchent des moyens qui visent à limiter la pollution, notamment dans les orbites terrestres, et ils prennent tout ça très au sérieux. Numéro 3, la conquête spatiale, ça coûte trop cher. Ah, le voilà, le fameux argument économique qui nous explique que la conquête spatiale coûte beaucoup trop cher et que ça sert à rien de dépenser tout ce fric donné par les honnêtes contribuables. Dans un débat, les personnes qui avancent cet argument ne donnent pas beaucoup de chiffres, et quand ils en donnent, ce sont toujours les mêmes. Et ce n'est pas parce qu'on donne toujours les mêmes chiffres hors contexte que ça en fait un argument viable. On a le droit par exemple au budget annuel de la NASA, qui est de 19 milliards de dollars, ou celle de l'ISS, qui est de 150 milliards de dollars. Dans la plupart des cas, et je dis bien la plupart, pas tous, ils prennent ces chiffres hors contexte et ne cherchent même pas à savoir pourquoi ça a coûté aussi cher. Ils ne cherchent même pas à comprendre. Ils imposent leur vérité. Comme ça. Alors évidemment, c'est une minorité de gens qui disent ça. Mais une minorité bruyante, ça fait toujours plus de bruit qu'une majorité silencieuse. Putain, c'est beau ce que je viens de dire. Entre ça et le fait que péter dans l'atmosphère a plus d'impact que le deuxième étage de Saturn V en termes de gaz à effet de serre, mais attends, je vais me lancer dans la poésie. La conquête spatiale, ça coûte trop cher. Tout ce fric dépensé pour rien, franchement, vous voyez bien que j'ai raison. Vous voyez, c'est ce genre de phrase un petit peu toute faite qu'on peut entendre dans des débats. Bah ça, je l'ai entendu plein de fois, que ce soit dans la vraie vie ou sur internet. On va prendre exemple sur l'ISS. Le cycle de vie complet de la Station Spatiale Internationale a coûté 150 milliards de dollars. C'est à ce jour la construction humaine la plus chère jamais créée. 150 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste faramineux. C'est impensable dans notre tête. Pourtant, ce que beaucoup de gens ne vous disent pas, c'est que ces 150 milliards de dollars se sont répartis sur 30 ans de projets, avec une dizaine d'agences spatiales et des dizaines de gouvernements différents. À comparaison, 150 milliards de dollars, c'est ce que dépense l'armée américaine en un trimestre. 150 milliards de dollars, c'est ce que dépense le gouvernement qatari pour organiser sa Coupe du Monde en 2022. 150 milliards de dollars,
c'est ce que dépense toute l'industrie de la publicité mondiale en quelques semaines. Vous trouvez ça toujours aussi cher ? Je ne dis pas que l'ISS ne coûte rien. Bien sûr qu'il s'agit là de sommes faramineuses d'argent, mais les personnes qui avancent ces chiffres les donnent sans aucun contexte, les balancent comme ça, et jouent sur ces chiffres devant les personnes qui n'y connaissent rien au spatial ou à l'astronomie, pour leur justifier le fait que la conquête spatiale coûte trop cher, que ça ne sert à rien de dépenser tout cet argent, et que donc elle est inutile. Félicitations, ça s'appelle de la manipulation. Moi aussi, à la limite, je peux prendre des chiffres au hasard et leur faire dire absolument n'importe quoi. Par exemple, la Coupe du Monde de foot au Qatar en 2022. Actuellement, le gouvernement qatari est en train de dépenser des dizaines de milliards de dollars pour organiser la compétition. Je pourrais très bien dire « Oh là là, vous avez vu le pognon qu'ils mettent là-dedans ? Oh, c'est beaucoup trop cher, il faut arrêter cette compétition. » Bah oui, techniquement, si on suit la même logique absolue, c'est ça. Seulement je vais pas le dire, parce que c'est pas très pertinent, et puis je vais recevoir la moitié des footeux sur le coin de la gueule, qui me diront que je ne connais rien au football. Les budgets faramineux des dépenses dans le sport, dans l'industrie ou dans l'armée sont bien plus élevés, bien plus chers que ceux de la NASA. Et pourtant jamais on va dire que c'est inutile ou qu'il faut arrêter simplement parce que ça coûte trop cher. C'est pas ça qui va faire peur aux actionnaires ou aux gens qui mettent du pognon là-dedans. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça à la NASA ? Et ben en fait, la réponse est assez simple. L'exploration spatiale ne rapporte pas d'argent. Quand la NASA ou une autre agence spatiale dépense des millions pour envoyer un satellite en orbite autour de la Terre ou une sonde aux confins du système solaire, il n'y a pas de retour d'investissement derrière. La NASA dépense 19 milliards de dollars chaque année. Et ces milliards de dollars, ils ne sont pas remboursés, ni au Congrès, ni aux contribuables américains. C'est pour ça que les gens gueulent. C'est pour ça que, justement, les contribuables sont si frileux avec ça. C'est parce qu'une partie de leur impôt part dans l'espace et ne revient pas, ou presque. En fait, l'argent revient, mais pas de la manière dont les gens pensent. Non, parce que les contribuables ne payent pas si cher que ça, premièrement. Et deuxièmement, je vais vous expliquer à la fin de la vidéo pourquoi est-ce que la conquête spatiale est bien plus rentable que ce que vous pensez. Numéro 4, pourquoi dépenser autant pour aller dans l'espace alors que l'on pourrait utiliser cet argent pour aider les pauvres ou réduire la faim dans le monde ? Cet argument est probablement le pire de tous. Précisément parce que ce n'est pas un argument. Si vous entendez cette réflexion lors d'un débat, faites très attention parce qu'on est peut-être en train de vous manipuler. Pour vous expliquer ça, je vais vous donner un exemple. En août 1963, le président américain John Fitzgerald Kennedy signe le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires. 6 mois plus tard, le 22 novembre, il se fait assassiner froidement à Dallas. Simple coïncidence ? Les personnes qui ont un petit peu d'esprit critique savent déjà que je suis en train de vous manipuler. En effet, j'ai associé deux événements qui n'ont rien à voir ensemble, à savoir le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires et l'assassinat de JFK. Et j'ai fait comme s'ils étaient liés, alors que pas du tout. C'est un procédé très manipulateur et fallacieux qui permet de justifier absolument tout et n'importe quoi. C'est souvent utilisé par les conspirationnistes, par exemple. Eh ben, l'argument du spatial, c'est exactement la même chose. Nous avons deux choses. Premièrement, la conquête spatiale, et deuxièmement, la faim, ou en tout cas la pauvreté dans le monde, pour faire assez large. On associe le budget de la conquête spatiale avec la pauvreté dans le monde, comme s'ils étaient étroitement liés. Alors que non, comme si la conquête spatiale ne faisait pas assez d'efforts pour réduire la pauvreté dans le monde. Mais ça n'a rien à voir. C'est quoi le rapport entre les deux ? Vraiment, expliquez-moi. Ça, ce n'est pas un argument. C'est juste une comparaison pour discréditer la conquête spatiale. Il y en a un autre du genre qui sévit pas mal, c'est celui-ci. Si on n'arrive pas à régler nos problèmes sur Terre, c'est pas en les exportant dans l'espace qu'on va arranger les choses. Encore une fois, quel est le rapport ? Ce n'est pas un argument. Encore une fois, c'est juste une phrase à la con, ça ne veut rien dire. Oui, la conquête spatiale a créé de nombreux problèmes, notamment dans la pollution de l'orbite terrestre. Mais elle a aussi résolu de nombreux problèmes sur Terre. Et ça, trop peu de gens le comprennent, parce que, numéro 5, la conquête spatiale, ça ne sert à rien. J'ai dit que le quatrième argument était le pire de tous. Je révise mon jugement. Cet argument-là est le pire de tous. Vous savez, il est très facile de prouver que quelque chose existe, parce qu'il suffit juste d'avoir un exemple ou une preuve pour étayer son propos.
En revanche, il est très difficile de prouver que quelque chose n'existe pas ou ne sert à rien, parce que si je peux contre-argumenter en ne donnant ne serait-ce qu'un seul exemple pour vous contredire, eh bien vous avez immédiatement tort, parce que vous êtes parti du principe que ça ne servait à rien ou que ça n'existait pas. Là, en l'occurrence, quand on parle du spatial, on ne dit pas que ça n'existe pas, mais on dit que ça ne sert à rien. Pour répondre à cet argument, je vous conseille d'aller voir la page Wikipédia qui recensie toutes les technologies et les inventions liées à la conquête spatiale. Et vous allez voir qu'il y en a énormément. Et puis, si c'est pas assez, il y a aussi la vidéo d'AstronoGeek qui débunk un petit peu toutes ces idées de la conquête spatiale ça sert à rien, en vous donnant d'autres exemples. Et encore, il n'y a pas tout cité dans ces deux liens, hein. Ça se compte par centaines, les inventions liées à la conquête spatiale. La plupart des gens qui me disent qu'aller dans l'espace ne sert à rien ne sont jamais en mesure de me montrer précisément en quoi elle ne sert à rien. Moi, de mon côté, je n'ai qu'à leur donner un exemple pour prouver qu'ils ont tort. Et puis là, ils se ravisent en disant « Oui, bon, ok, ça sert à ça, mais au final, ça sert pas à grand chose non plus. » Et puis moi, je leur donne d'autres exemples, avec des preuves matérielles, jusqu'à ce qu'ils comprennent que, bon, finalement, aller dans l'espace, eh ben ça sert pas à rien en fin de compte. Pourtant, il y a quelque chose qui commence à m'énerver très sérieusement et dont beaucoup trop peu de gens comprennent. À quel moment vous a-t-on dit que le but de la conquête spatiale était d'améliorer le quotidien des gens? À quel moment c'était destiné à être le but premier? Non, parce que c'est facile de critiquer en disant qu'on pourrait réinvestir tout ça en aidant les plus démunis, mais vous vous attendiez à quoi? Le but premier de la conquête spatiale, ça n'est pas d'améliorer le quotidien des gens. Le but, c'est simplement d'aller dans l'espace, c'est tout. Arrêtez de reprocher au spatial de ne pas faire quelque chose alors que ce n'est pas son but. Et puis, s'il faut donner ne serait-ce qu'un seul exemple pour prouver que la conquête spatiale n'est pas futile, voici un argument de poids. La météo. À votre avis, juste une question comme ça, toutes les images dans les bulletins météo à la télévision, elles viennent d'où? Tous les mouvements et positions des nuages, courants maritimes, courants aériens sur toute la surface du globe, ça vient d'où? Ça vient des satellites météo. On ne dirait pas, mais une grande partie des études météorologiques sont en coopération avec les diverses agences spatiales. Parce que quoi de mieux que d'observer et analyser la météo depuis l'espace, après tout? Si par exemple il se produit un cyclone, on peut facilement déterminer son origine, sa taille, sa puissance, sa direction et quelles sont les côtes de tel ou tel pays qu'il va toucher. Toutes ces informations fournies par les satellites météo et aussi certains relais sur Terre permettent aux autorités de s'organiser afin de prévoir la tempête et, si possible, d'évacuer la population. Et grâce à ce système, on a pu littéralement sauver la vie de dizaines de millions de personnes de divers dangers météorologiques. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça a changé notre quotidien, ça? Je veux dire, il y a 50 ans, on n'arrivait pas à faire ça. Par exemple, la moitié des objets électroniques divers, comme la télé, le GPS, les ordinateurs, les téléphones, sont issus de certaines technologies de la conquête spatiale. Je vois déjà Jean-Louis Rageux poster son message haineux dans les commentaires de cette vidéo. Mais ce qu'il ne sait pas, ce monsieur Rageux, c'est que la moitié des composants qui composent son téléphone ou son ordinateur est hérité de la conquête spatiale. Si vous avez vu la page Wikipédia qui recense les diverses technologies liées à la conquête spatiale, vous saurez que techniquement, l'argent qui revient des contribuables se compte en billions, voire des billards de dollars. Pour ceux qui ne savent pas, un billard c'est 1 million de milliards. Alors effectivement, tout cet argent, ce profit ne va pas directement dans les caisses de la NASA, mais il va dans les caisses de toutes les entreprises qui possèdent des technologies et qui les vendent, qui sont héritées de la conquête spatiale. Et il y en a énormément. Pensez simplement à Internet, au GPS ou à la télévision qui fonctionnent par satellite. Je pourrais encore vous parler de plein d'autres choses, mais bon, on va pas le faire parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. En plus de tout cela, il y a un autre problème, c'est le sensationnalisme. J'ai l'impression que, depuis quelques années, les faits n'intéressent plus les gens. Le réel n'intéresse plus le grand public. Tous les projets réalistes et réalisables sont automatiquement rejetés, avec les mêmes arguments, hein, ça pollue, ça coûte trop cher, on aurait pu investir ailleurs, etc. Mais par contre, les projets irréalisables, vraiment les coûts de communication de la part d'actionnaires complètement pétés qui te vendent un hôtel spatial, alors qu'en fait tout ce qu'on te vend, c'est du vent.
Là, tout le monde approuve bizarrement. Ça critique chaque détail du spatial, mais en même temps quand Elon Musk vous vend qu'on ira sur Mars en 2030 ou je sais pas quelle autre connerie, tout le monde approuve en mode « Waouh, c'est super, il est génial !» Mais à votre avis, où se trouve tout cet argent qui va financer ces soi-disant projets? Vous croyez vraiment qu'Elon Musk ou un autre actionnaire millionnaire va trouver son fric comme ça pour son financement en demandant un vœu au génie d'Aladin? Le voyage vers Mars, les exoplanètes habitables, les cités nuageuses sur Vénus, les ascenseurs spatiaux ou même les buildings suspendus par des météorites, parce que ça aussi j'ai vu, c'est bien débile, ça n'arrivera pas. Ces projets n'arriveront jamais. En tout cas pas avant plusieurs décennies pour certains d'entre eux minimum. Vous savez pourquoi? Parce que ça va coûter tellement cher qu'aucun actionnaire ou gouvernement ne voudra mettre de l'argent dedans. Les projets actuels de la NASA ne sont pas si chers que ça parce qu'ils sont réalistes et réalisables. Prenez par exemple le fameux rover Curiosity qui est actuellement à la surface de Mars depuis près de 7 ans. Le projet total a coûté environ 2,5 milliards de dollars. 2,5 milliards, c'est cher, mais c'est ce que dépense, à comparaison, l'armée américaine en 3 jours. Et un rover sur Mars fait à peu près le même job qu'un astronaute. Et puis ça fait 7 ans qu'il est là-haut, hein, le machin. Et il fonctionne toujours. Or, une mission habitée vers la planète rouge, ça va coûter très très cher. Les estimations les plus précises donnent vers le billion de dollars de financement. Mais 1 billion de dollars, c'est inimaginable presque. Vous voulez qu'on aille sur Mars? Très bien, mais va falloir payer, et payer cher. Ah bah non, zut, j'oubliais, la conquête spatiale ça coûte trop cher. Vous voyez à quel point ça ne tient pas debout? Pour conclure sur cette vidéo, vous avez parfaitement le droit de ne pas aimer ou de ne pas vous intéresser aux différents domaines du spatial ou de l'astronomie. Vous avez parfaitement le droit de trouver que c'est chiant ou inutile pour vous. Moi-même, je ne m'intéresse pas à des sujets qui ont pourtant grandement apporté à l'humanité. Mais ce n'est pas parce que vous n'aimez pas quelque chose que forcément il faut le dénigrer, penser que c'est inutile ou trouver de faux arguments pour essayer de justifier son inutilité. Eh ben, le spatial, c'est à peu près pareil. Vous avez parfaitement le droit de ne pas aimer ou de ne pas vous intéresser au domaine du spatial, mais vous ne pouvez pas dire que ça ne sert à rien, que ça coûte trop cher, ou que ça pollue trop et que ça doit justifier le fait qu'il faut arrêter la conquête spatiale. Parce que non, que ça vous plaise ou non, objectivement, la conquête spatiale, ça ne sert pas à rien. Par contre, je n'ai jamais dit que critiquer certains aspects du spatial était impossible. La preuve avec les orbites qui sont polluées en permanence, ça c'est un excellent sujet. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à Perceval de Kaamelott. Le gars un peu con, mais qui regarde les étoiles et qui aimerait aller dans l'espace. Et qui voudrait aussi qu'on le considère en tant que tel. J'aimerais qu'on considère la conquête spatiale en tant que telle. Et qu'on la considère mieux. C'est pas juste mettre du fric dans des lanceurs qui vont se perdre en orbite. C'est beaucoup plus que ça. Parce que c'est la conquête spatiale, l'astronomie et l'univers qui nous rappellent que le silence éternel de ces espaces infinis nous surprend encore et encore. C'est grâce au spatial que j'ai aujourd'hui 25 000 abonnés et que je vais bientôt passer le million de vues cumulées. Et rien que pour ça, je ne vous remercierai jamais assez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu, et je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18 h pour un nouvel épisode. À bientôt!